Prof, salut, prof! Je voudrais emmener ma femme dans l'espace en voyage de noces, prof! Pareil qu'il y aura bientôt des ascenseurs pour là-haut. C'est pour quand, prof? Un ascenseur pour l'espace. Bonne idée. Bonjour, mon petit Spirou. Quel étage, professeur? Espace. J'ai besoin de prendre le large. Ok, c'est parti. Premier étage, lingerie féminine, accessoires pour poney. Il y a des toilettes ici. À ma connaissance, non. On est où, là? Station nuage. Ben, on n'est pas arrivé. Pour monter dans l'espace, il faudrait une tour d'ascenseur de 36 000 km de haut. Même à la vitesse de 60 km/h, il faudrait 25 jours pour y arriver. Imaginez presque un mois sans commodité. On est où, là? Espace. Actuellement, on ne connaît pas de matériaux assez résistants pour soutenir une tour de plus de 10 km de haut. Elle s'effondrerait sur elle-même, à moins de concevoir un ascenseur capable de glisser le long d'un câble jusqu'à une station spatiale en orbite. Démonstration. Tiens, petite planète, prends cette station spatiale et tourne sur toi-même. Voilà comment tiendrait le câble de l'ascenseur, grâce à la rotation de la Terre. Mais envoyer des touristes en ascenseur dans l'espace, c'est sûr que ça comporterait certains risques. En cas de dispute, par exemple. Si la FIFA n'avait pas truqué le match, je t'aurais pulvérisé. C'est toi, cogno! Carton rouge. C'est pas moi! S'il est expulsé au-dessus de 25 000 km, ce footballeur restera en orbite. En dessous de cette hauteur, il chutera en se consumant dans l'atmosphère. Autre risque, une rupture de câble. La partie du câble située sous une certaine altitude tomberait au sol à cause de la gravité. Quant à la partie haute, elle resterait en orbite. De toute façon, aujourd'hui, on ne sait pas encore comment fabriquer un tel câble. Avec les matériaux actuels, il faudrait qu'il fasse 2 km de diamètre au niveau de la station orbitale et 1 mm au sol. Imaginons que ce soit possible. On fait comment pour envoyer un truc pareil dans l'espace? Fire! Houston, we have a big problem! Une gigantesque bobine de câble s'est crachée sur le Brésil, détruisant tout le pays. On déplore 43 millions de morts. Fait divers, on est toujours sans nouvelles de Lionel Messi. Alors, plutôt que de finir pulvérisé dans l'espace, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, ma coloc, elle est grave mignonne et j'aimerais trop être invisible pour la voir prendre sa douche, mais je trouve rien sur le net. Tu peux m'aider? Vous avez trop regardé Le Seigneur des Anneaux. Cette aventure avec Gandalf le magicien, les hobbits poilus des pieds et le fameux anneau qui rend invisible, mais c'est pas pour de vrai. C'est du cinéma. Vite, mon anneau! Et là, pouf! Le hobbit devient invisible alors que lui, il voit tout. Seulement voilà, pour voir, l'œil doit dévier les rayons lumineux et les faire converger en un point. Donc, pour être parfaitement invisible, il doit être aveugle. Si Frodon voit, ses yeux absorbent la lumière. Donc, bien qu'invisible, on devrait quand même voir de petits points noirs se balader dans le vide. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. C'était une mouche. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Je Frodon? me suis pris une tapette à mouche en pleine poire, Sam. Savez-vous que le docteur Nicholas Hopkinson de l'Imperial College of London a étudié le niveau de vitamine D des personnages des romans de Tolkien en fonction de leur alimentation, leurs habitudes et leur lieu de vie? Oh, l'excuse bidon pour mater des films au boulot. En gros, les hobbits vivent à la campagne, courent, boivent du vin et mangent du fromage au soleil. Ils sont en bonne santé. C'est pour ça qu'ils gagnent à la fin. Les méchants qui vivent dans des grottes, eux, sont agressifs, falichons et ressemblent à E.T. Donc ils perdent à la fin. Une carence en vitamine D augmente le risque de fracture ostéoporotique. Pas étonnant qu'ils perdent leurs bras dans Star Wars. Ils voient jamais le soleil. Ah, mon bras! C'est ta carence en vitamine D. Tu devrais faire une cure, Luc. Eh, t'es pas mon père. Ben, justement, Vous allez dire, ouais, les méchants, ils sont tous moches et vivent dans le noir. C'est le cliché des vilains. C'est vrai, car l'inverse serait vraiment perturbant. qui veut du thé?
À propos, vivre dans l'obscurité avec une alimentation pauvre et peu variée, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ah non, je veux trop pas finir comme eux. Vite, de l'air. Alors, plutôt que de chercher à être invisible pour me voir sous la douche, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je dois prendre l'avion et j'ai très peur. Puis-je vraiment faire confiance au pilote? Vais-je mourir? Mon cher Jean-Denis, évidemment, oui, vous allez mourir, mais pas forcément en avion, allons. Vous êtes ce qu'on appelle un aérophobe. Oh, vous n'êtes pas un cas à part. Une personne sur 3 est anxieuse en avion. Et je peux vous dire que voyager en leur compagnie n'est pas ce qu'il y a de plus peinard. Tout ça parce qu'on va voler enfermé dans un gros tube à 800 km/h, à 10 000 mètres du sol, alors que dehors, il ne fera que moins 58 degrés. Mais au lieu de s'extasier sur ce miracle technologique, l'aérophobe, comme mon assistant, ne pense qu'à l'accident. Et il imagine les pires scénarios. Hein, Nathanaël? Pas vrai que j'ai raison? Alors, je veux pas me faire bouffer par le Kraken. Je veux rejoindre New York en aviron. Il est temps de rassurer le phobique qui pense que le pilote n'a que son permis B. Or, c'est oublier qu'un avion coûte dans les 36 millions d'euros. Alors non seulement l'appareil est testé avec des canons à poulet pour parer aux collisions avec les oiseaux, mais surtout, les pilotes sont entraînés à fond et testés 4 fois par an dans un simulateur de vol. Recalé. Aucun risque donc que les avions soient conduits par des bleus de ce genre. Il y a toujours 2 pilotes aux commandes d'un avion. Ils mangent 2 plats différents, préparés à 2 endroits différents à l'aéroport. Comme ça, ils ne risquent pas de tomber malades en même temps. Bon, tu me remplaces parce que moi j'ai eu des haricots ce midi. Bien, mon commandant. Sachez aussi que ce n'est pas pendant le vol que l'avion risque le plus de se cracher. Dans 70% des cas, c'est au décollage. Attention, le lapin Ou à l'atterrissage. Chef, encore un lapin, on l'écrase. Ok. Je le savais, on va tous mourir. Maintenant, si tout ça ne vous a pas rassuré, rappelez-vous que l'avion est 17 fois plus sûr que la voiture. Et de toute façon, bien plus rapide que l'aviron. J'arrive, professeur. Plutôt que d'aller aux aérophobes anonymes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, ça vous dirait de venir dans mon labo pour voir des robots qui réfléchissent tout seuls? Je vous attends. Pom, 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 pom. J'aime bien visiter les labos. Ravi de vous accueillir, professeur. Je suis Benoît. Et moi, c'est Moustache. Il y a toujours des questions qui énervent les scientifiques. Soit qu'elles leur paraissent stupides, soit qu'ils les ont entendues déjà 10 000 fois. Alors les gars, en robotique, c'est vrai que les Japonais sont les plus forts? Non, enfin, c'est vrai que ce sont de super programmateurs. Ils ont par exemple conçu un robot qui joue du violon. Bon, il ressemblait certes à un alien, mais techniquement, c'était très fort. Seulement, mets-lui un violon plus petit ou autre chose dans les pattes. Il ne saura pas s'adapter. Il appliquera bêtement son programme. Nous, on veut justement faire le contraire. On veut que nos robots apprennent par eux-mêmes, qu'ils s'adaptent. Avance, petit robot. Et comment? Vous ne m'avez même pas programmé pour... Eh ben, démerde-toi. Pour apprendre à rouler, nos robots vont essayer de lever une de leurs roues, la faire pivoter, et au bout de 4000 essais, si ça le fait avancer, il est récompensé. Je roule. Mais au fait, comment vous récompensez un robot? Ah, je lui dis qu'il ira au paradis des robots. C'est là qu'on aborde la deuxième question qui tue. Mais à quoi ça sert? Ah, en cas de problème, une roue qui se coince par exemple, le robot tentera de se débrouiller tout seul. Au lieu de rouler, il essaiera de marcher. Marche, petit robot. Cet auto-apprentissage serait très utile aux robots explorateurs de la NASA. Cette dernière a eu un souci avec Spirit, un des robots envoyés sur Mars. Slowly, Bill. Kiss my ass, John, ok? I am the best. Il a été guidé droit sur un caillou et depuis, il est coincé sur Mars. Kiss my what?
Et Terminator, c'est pour bientôt? Terminator, c'est pas gagné. Rien qu'au niveau de la marche bipède, la robotique n'est pas encore au point. Il existe bien Asimo qui mesure dans les 150 cm. Sarah Connor. Oui? Seulement, il ne marche qu'à 1 km/h. C'est ça, fuis, petite sotte. M'en fous, je vais te rattraper en moto. Ah, merde, une marche. Oh, ah. Hélas, les robots ne sont pas encore très au point pour ce qui est de descendre les escaliers. Ben, en effet, c'est ce que je vois. Alors, plutôt que de rêver à un monde robotisé idéal, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, chaque départ en vacances, c'est l'enfer. Est-ce que je pourrais pas mettre en hibernation mes gosses pendant le voyage, comme dans les films de science-fiction? C'est vrai que l'hibernation, on aime beaucoup au cinéma, surtout pour les voyages spatiaux super longs, comme dans Alien. France Alien, il est 7h. Salut, prof. En forme? Ça va? Marrant, votre barbe n'a pas poussé, et vos muscles, waouh! Ah ouais, rien n'a fondu pendant ces mois d'inactivité. Sacré coup de bol! Oh, lieutenant Ripley, j'ai rêvé de vous. Ah! Fucking haleine de chacal! 4 mois la bouche fermée, mais c'est normal! Les avantages de faire hiberner les astronautes lors d'un très long voyage, par exemple, c'est d'éviter l'ennui, la déprime, les disputes. Hé, arrête! C'est nos dernières réserves. M'en fous, je m'ennuie, et en plus, le pue de la bouche. Je vais te faire la peau! Oh, qu'est-ce que vous faites, les gars? Il a bouffé toutes les chips! Accumuler de la nourriture pour hiberner, c'est pourtant une bonne idée, puisque c'est ce que font certains animaux avant de se terrer plusieurs mois. Imaginez la même chose pour les humains. Une personne de 90 kilos voulant stocker de la graisse avant hibernation devra ingérer 90 kilos de gras pur. Sinon, elle mourra de faim. Un petit pas pour l'homme, mais un gros tas pour l'humanité. Dans ce cas, le surpoids poserait quelques petits problèmes techniques. Ça ferme pas! Autre inconvénient, en cas de danger comme un incendie, faudrait compter sur l'ordinateur de bord pour réveiller les astronautes. Enfin, bon courage pour émerger d'un sommeil aussi long. N'empêche que, même gras comme un porc, au réveil, l'astronaute aura une faim de loup. Vous savez quoi? Ce qu'il faudrait pour endormir nos astronautes, c'est une bonne transfusion de sang d'ours ou d'écureuil, car les animaux qui hibernent ont dans leur sang une molécule spéciale qui ralentit leur métabolisme et les plonge en hibernation. L'hibernation des grands blessés permettrait de ralentir leur métabolisme et donc de réduire leur hémorragie. Lieutenant Ripley, vous êtes blessé, vous saignez. C'est du sang d'alien! Ah, c'est comme du venin. Bougez pas, je vais vous sucer la plaie. Me touchez pas! Hibernez-moi plutôt! L'homme à l'hélène, je vais bien veiller sur toi. Non. Plutôt que de prendre n'importe quel prétexte pour draguer. Tapez plutôt, tu mourras moins bête sur arte.tv. Oui, parfaitement. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.